fois Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéroutis. Un changement de décor aujourd'hui? Changement de décor, on se trouve dans la grotte d'Olive. Voilà, ça s'appelle un atelier aussi. Il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Et aujourd'hui, je pense que c'est un épisode qui va vous plaire de toute façon, vous l'avez déjà vu dans le titre, puisque c'est un épisode qui est dédié aux compresseurs. Voilà, suite à vos nombreuses demandes sur le sujet, Exactement. on vous suit et on vous fait un sujet sur les On vous compresseurs. a compris. Voilà, on vous a compris. Alors, c'est un sujet un peu spécial dans le sens où, contrairement à d'autres outils, on n'a pas 36 compresseurs chacun. On a quand même 3 au global. En tout, on a 3 compresseurs à vous montrer. Donc Qui représentent bien, je pense, les différents niveaux de... Ouais, enfin, quoique il y en a deux qui sont un peu Ouais. similaires quand même. Mais... Donc globalement, on n'a pas, comme pour les scies, 15 modèles à montrer, il y en a 3, mais ça donnera quand même déjà quelques infos sur les compresseurs choisir en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Exactement. Aujourd'hui, l'apéro, c'est de la bière. Page 24, une brasserie d'Aix-Noulette dans le 62. Un brasseur très sympa. Vincent, si tu regardes cette vidéo, on va déguster tes bières. Donc Mathieu va prendre celle à 10,9 volts. On va voir dans quel état il va être à la fin de l'apérouti. Et moi, je vais la jouer plus soft avec une 4,9. Ça va nous réchauffer un petit peu. Voilà, donc bière artisanale, bière ce qu'on appelle craft. Je suis pas fan des bières, j'aime bien celle-là. Donc, Et ben allez, puisque c'est comme ça. allez. Ouf. J'espère que ça va pas chier. Attends. Tienne, à la tienne. vôtre. Aujourd'hui, j'ai rien à dire, moi. C'est Oli qui va faire tout le discours. Non, tu vas rien dire un peu. Bon, donc on va commencer finalement un premier chapitre qui va s'appeler caractéristiques. Le but, c'est vous donner finalement quelles sont les caractéristiques à rechercher ou en tout cas à vérifier lorsque vous voulez acheter, choisir un compresseur. Ouais. Donc on va notamment parler du litrage, du type de moteur, du type de pression. Et donc, je suis tout ouïe. Donc en fait, le choix d'un compresseur, c'est pas anodin. Ça va dépendre si ça va être un compresseur fixe, donc pour l'atelier. Si c'est un compresseur dont vous avez besoin sur chantier. Si c'est sur chantier, qu'est-ce que vous voulez faire avec? C'est pas le même compresseur selon que l'on veuille juste clouer, agrafer ou peindre ou utiliser un appareil pneumatique. Donc en fait, ça va être difficile d'avoir un compresseur qui fasse tout. C'est un peu comme tous les outils finalement, il n'y a pas de couteau suisse miracle. Donc il va falloir faire des choix, et les choix vont être dictés par l'utilisation que vous en avez. Je pense qu'on a commencé nous en se disant le compresseur on le prend pour clouer. Oui. Pour souffler aussi, qui est une utilisation assez pratique en atelier. Ouais. Après, on se rend compte qu'on est vite limité, et c'est là où finalement tu te dis que un compresseur plus important ou différent de ce que tu as pourrait t'apporter certaines possibilités que tu n'as pas aujourd'hui. Ouais, disons que si on devait donner finalement des différentes types de compresseurs, on pourrait dire qu'on est vraiment des qui sont vraiment plutôt spécifiques pour tout ce qui est peinture, des pour tout ce qui est outils pneumatiques qui ont quand même une forte consommation, et après on va dire les plus petits modèles qui peuvent être on va dire une entrée de gamme dans le sens où quand on est dans son atelier, les premiers besoins vitaux en termes de compresseurs sont liés, c'est ce qu'on nous on a commencé au départ, à savoir soufflette et cloueur. Déjà quand on a ça, on est les rois du pétrole, quoi. C'est ça. Alors il faut savoir que dans l'ordre d'importance, ce qui est le moins exigeant c'est la soufflette et le cloueur. Et ensuite, donc, on arrive sur, on vous montrera un petit tableau tout à l'heure qui est très intéressant. On passe par la peinture, par la riveteuse, pour arriver finalement aux outils pneumatiques, à savoir les meuleuses d'angle, les visseuses. Les visseuses. Donc là, en fait, forcément, le compresseur devient vraiment structurant à ce niveau-là. Alors, comment faire son choix? Donc, différentes caractéristiques. On parle de la puissance du moteur, on parle du litrage, on parle du volume du réservoir. Globalement, il y a ces paramètres. Alors là où c'est un peu la jungle, c'est qu'en fait, il y a des normes, bien sûr, les chiffres sont des chiffres par rapport à ça. Par contre, les constructeurs, parfois, expriment ce qui les intéresse. Finalement, dans le litrage, il y a 2 litrages différents sur un compresseur. Il y a le volume d'air aspiré, donc ce qui va être... Déjà, il y a le volume de la cuve. Non, ça, pour moi, c'est annexe, en fait, tu vois. Parce que la cuve, tu peux l'avoir grosse ou pas. Si le moteur ne sait pas remplir la cuve, tu t'es embêté. Donc en gros, voilà, les constructeurs jouent sur, comme tu viens de le dire, sur le volume de la cuve qui peut paraître le critère principal. Pour moi, c'est pas le critère principal. Ouais. Par exemple, ici, dans ce qu'on vous montrera tout à l'heure, on a 10 litres, 24 litres et 100 litres. Voilà. Et un 100 litres peut paraître court pour certaines choses, mais si le moteur est bien dimensionné, il peut suffire largement pour peindre, par exemple. On en parlera un peu plus tard. En fait, si on explique finalement le concept même d'un compresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer de l'air de dehors. Voilà, je pense qu'il fallait qu'on en parle. Le comprimer
pour le foutre dans cette réserve et pour derrière pouvoir le restituer. Sachant qu'il y a bien évidemment une histoire, c'est ce que tu es en train de dire, Olive, c'est que tout ce qu'on va aspirer, et si à un moment finalement on consomme beaucoup plus d'air que ce qui aspire, on va avoir un souci. Et donc c'est tout le jeu, finalement, il est là. En fait, la cuve, finalement, son utilisation, enfin, son utilité, c'est quoi? C'est une réserve, finalement. Elle fait tampon entre le moteur qui aspire et l'outil qui a besoin d'air. Finalement, un compresseur pourrait se passer de cuve si le moteur a été tuné pour tourner tout le temps. Le concept du compresseur, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des moteurs hautement qualitatifs qui sont dessus. C'est des moteurs de classe S3 pour ce qu'on a ici. Donc S3, c'est pas des moteurs faits pour tourner 100% du temps. Ça, c'est un critère hyper important, c'est qu'un compresseur ne doit pas tourner tout le temps, sinon vous allez l'abîmer très très vite. C'est pas du tout son utilisation. Il faut arriver à le faire tourner très peu. Donc la cuve, c'est quoi? En fait, la cuve, c'est un volume d'air. Vous allez utiliser un pistolet ou autre chose, ça va vider la cuve et le compresseur va se redéclencher quand la cuve aura atteint une pression entre guillemets minimale à configurer, qui est configurée par usine et qui est dépendante du compresseur. Donc le but, c'est que finalement la cuve, elle évite que le moteur tourne tout le temps. Et qu'on n'ait pas de perte de pression, c'est-à-dire que si à un moment on utilise un outil qui a une certaine consommation d'air, il ne faut pas qu'à un moment on ait un trou parce qu'il n'est plus assez rempli le compresseur, la cuve pour pouvoir délivrer. Exactement, donc elle assure ses doubles rôles de tampon, en fait, autant dans le volume d'air dispo que dans la pression retransmise. Donc là on en arrive du coup aux notions de litrage. Alors, dans les références des équipements, ce qui est le cas ici, les constructeurs mettent souvent en avant le litrage aspiré. Donc ça, en gros, c'est tout le volume d'air que le moteur va récupérer. Sauf que ce volume d'air pris par le moteur, ça ne correspond pas au volume expiré. Le volume expiré, c'est ce qui sort de la cuve. Ce qu'on appelle aussi le volume restitué. Volume restitué. Et c'est finalement celui-là le plus important. Ouais. Parce que peu importe que le moteur aspire beaucoup, sachant qu'il peut y avoir des pertes, et il y a des pertes dans la chaîne, dans la transformation de l'air en air comprimé. Donc l'important, c'est le débit restitué. Sauf que là, en l'occurrence, là j'ai une doc sur un des compresseurs qui est derrière, en l'occurrence le gros, le Lakmé, référence 20/100M. 20, c'est le débit aspiré, et 100, c'est le litrage de la cuve. Sauf que en débit d'air restitué, il est à 14,3. Ouais, donc voilà, il aspire 20 mètres cubes, il en restitue que 14. Voilà. Donc, après, en fonction des outils, certains outils vont nécessiter X mètres cubes, X barres de pression. C'est par rapport à ça qu'il faut finalement choisir le compresseur. Voilà, c'est ça. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple qui vaut ce qu'il vaut, peu importe, c'est juste pour les chiffres. Vous avez besoin d'un pistolet de peinture qui nécessite du 16 mètres cubes, par exemple, par heure. La référence de celui-là pourrait croire que le 20 de 20 mètres cubes serait suffisant. Mais en fait, comme il ne restitue que 14,3, finalement c'est trop juste. Donc, dans le choix d'un compresseur, il faut toujours regarder la doc et voir le débit d'air restitué. Ensuite, forcément, le litrage... Et débit d'air restitué, attention, parce qu'on l'a regardé là, nous, tout à l'heure, on a des fois du litre par minute, on a du mètre cube par minute, on a du mètre cube par heure. Ouais, voilà. Ne vous trompez pas et essayez de comparer ce qui est comparable entre, effectivement, si l'outil, lui, est indiqué avec une conso nécessaire de, 15 mètres cubes à l'heure, il ne faut pas regarder que le compresseur, lui, fait du 15 litres minute, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est là-dessus que je disais que c'était pas trop standardisé, c'est qu'en fait, chacun exprime selon le critère qui l'arrange par rapport à la fiche technique, histoire d'avoir des stats sympas au niveau des ventes, au niveau des produits et des caractéristiques. Donc il faut vraiment être vigilant. Et globalement, pour moi, la vraie quantification, la vraie unité, c'est le mètre cube par heure, globalement. Ouais, alors souvent, c'est affiché en litres par minute parce que c'est la plus grosse valeur. Donc 220 litres par minute, c'est énorme, c'est super. Voilà, c'est ça. Après, ce qui est important aussi, forcément le réservoir. À savoir que jusqu'à 10 litres, donc pour moi il doit y avoir des 2 litres, des 6 litres et des 10 globalement. Jusqu'à 10 litres, on est sur un équipement qui peut se porter au bras. Ouais, attends, je vais... Et le tien, il se porte ou pas? Non, ça va. Non, ça se passe. Disons que voilà, c'est sûr, on va dire du petit compresseur de chantier. On le présentera après, ouais. Donc quand on est sur du 10 litres, on peut le porter, donc c'est pratique pour un chantier, on peut le mettre dans un ascenseur, on peut le prendre dans un escalier, il n'y a pas de souci. Dans un ascenseur? Bah ouais. Ouais, je me balade souvent dans mon ascenseur. Quand tu vas sur un chantier. Ensuite, quand on est au-dessus, donc quand on commence sur du 20 litres, du 50 litres, là c'est un peu plus compliqué, il faut forcément le faire rouler. Donc l'accès n'est pas le même en fait. C'est déjà plus du stationnaire, entre guillemets. Quoi. Après, quand on arrive aux 100 litres, comme le Lakmé qui est derrière, on peut encore le déplacer, il est fait pour, il est sur roue. Il peut aussi être fixé au sol, il est prévu pour les deux utilisations. Donc là, on est vraiment à la frontière
du produit qui peut être à la fois mobile ou Ouais, sédentaire. disons qu'il est déplaçable dans ton atelier de 100 ou 200 mètres carrés. C'est pour ça Ouais, que- enfin, ouais. tu peux aussi le déplacer, il n'y a pas de souci, hein. Il peut même se porter à la rigueur à deux. Mais voilà, on arrive sur après un encombrement, il est quand même assez gros, il est Ouais. volumineux, il faut pouvoir prendre les portes, enfin, passer dans les portes avec. Donc là, on est un peu à la limite. Ensuite, quand on est sur des 200-500 litres, là, c'est clairement de l'usage fixe. C'est même pas à la balai dans l'atelier, il est dans un coin, il y a un réseau d'air, et puis basta. Ensuite, un détail important, la pression. Donc souvent, on vous parle de compresseurs qui sont à 8 bars, qui sont à 10 bars. Alors là, c'est quelque chose d'un peu compliqué. J'en parlerai peut-être plus tard quand je vous parlerai du Bostitch. Il y a des fois où j'ai l'impression que la pression, finalement, ça dépend du compresseur et c'est pas significatif. Un exemple par rapport au Bostitch, c'est un compresseur qui est livré avec un pistolet, pardon, avec un cloueur. Pour un graffeur. Cloueur agrafeur. J'étais obligé de me mettre à 7-8 bars de pression restituée pour arriver à rentrer les plus gros clous. Quand je suis passé sur le Lakmé, 4 bars suffisaient. Donc à un moment, c'est un peu Ouais. dur de savoir la pression affichée sur le mano, ce que ça donne et si vraiment c'est. Alors, il y a pression, ensuite il y a volume d'air déplacé, je pense, hein. C'est un peu comme une rivière. Tu peux avoir Ouais. une rivière très large avec un faible débit et une rivière plus petite avec un plus gros débit. Et au final, Ouais. c'est dur de savoir laquelle envoie le plus d'eau. Sachant qu'après, généralement, un compresseur, moi je vois par exemple pour le mien, le Shepard, là, il est annoncé en 8 bars. Donc au départ, quand il vient de se charger, il est bien 8 bars. On tire quelques clous. Donc au fur et à mesure, la pression descend. Et en fait, le compresseur, lui, ne va se remettre en route que quand il arrive peut-être, je crois, à 4 bars et demi. Sauf que 4 bars et demi, j'ai plus mes fameuses 8 bars que normalement mon pistolet me demande. Et au final, les clous Alors, s'enfoncent également. c'était ce que je m'étais dit quand je suis passé du Bostitch au Ouais. Lakmé, c'est que le Bostitch, lui, il monte à 10 bars et il redéclenche à 8, c'est-à-dire que quand la cuve redescend à 8 bars de pression interne, le moteur redéclenche pour la re-remplir. Le Lakmé, par contre, lui, c'est à 5 bars. Donc je m'étais dit, j'ai besoin de clouer à 7 ou 8 bars, ça va pas aller, mais en fait, ça passe. Donc c'est là où, en fait, je pense qu'il y a aussi, indépendamment de la pression, il y a le volume d'air qui est déplacé par la cuve. Ensuite, Encore une fois, si on dit des bêtises, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. et hein, on parce en que- dit, on ouais, fait exprès. ouais. Pour voir si vous suivez. C'est ça. Mais voilà, on n'est pas des pros, on s'est jamais revendu comme pros, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des compléments d'informations, s'il y a des choses Ouais. qu'on a dit qui sont erronées et que vous voulez redonner votre avis, ces vidéos sont là aussi pour ça, pour que chacun puisse Ça. exprimer ses commentaires sur le sujet et que après vous puissiez aussi interagir entre vous. Là, on vous fait un mix entre ce qu'on connaît des caractéristiques techniques, Ouais, ce qu'on a ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu dans vécu, l'utilisation, justement les paradoxes qu'on arrive à voir, comme ceux dont on vient de parler, et ensuite il y a la pratique de 20 ou 30 ans que l'on n'a pas encore. Ouais. Ensuite, quelque chose d'important et qui finalement va distinguer en fait le compresseur si c'est quelque chose de, on va dire, qui rend service ou si c'est un vrai compresseur qui sert souvent, c'est le moteur. En fait, les petits compresseurs sont sur des moteurs sans lubrification. Ça les rend plus bruyants, on fera un test tout à l'heure de sonomètre. Ils rechargent moins vite, c'est des monocylindres, c'est des mono-étagés. Ça va directement influer sur la capacité du compresseur à remplir la cuve, donc le temps où le moteur va tourner. Entre un petit 10 litres, en l'occurrence, moi je parlais du Bostitch, après tu parleras peut-être du tien. Le Bostitch, c'est un moteur monocylindre mono-étagé. Il est très long à remplir. Ouais. À côté de l'Acme, c'est un bicylindre avec lubrification par huile. Il recharge beaucoup plus vite et beaucoup plus silencieux. Ouais. Après, c'est ce qu'on appelle compresseur sur courroie, c'est-à-dire que le moteur, c'est le moteur. Alors, il y a un moteur électrique finalement qui lui entraîne 2 cylindres derrière. C'est les cylindres qui compressent. C'est pas un moteur thermique. Et donc, c'est pas un entraînement direct, il y a une courroie entre les deux. Voilà pour l'intro qui a déjà été pas mal, je pense. Ouais, donc on a vu donc les caractéristiques, donc le litrage dans le sens, on a vu la cuve, c'est pas le plus important, mais surtout le débit d'air restitué, la partie pression, le nombre de bars. Donc ces deux éléments-là, c'est en fait pour votre choix, vous partez de quel outil vous voulez utiliser et dans les caractéristiques de cet outil, il sera marqué, il a besoin de X bars pour travailler, il a besoin de X volume d'air et c'est à partir de là que vous allez choisir votre compresseur. Et après derrière, on a effectivement la partie moteur qui, on va dire, naturellement va suivre ces deux caractéristiques-là et au fur et à mesure, on va monter dans les... Ça va suivre oui et non. Parfois, il y a des produits d'appel où on a l'impression de faire une super affaire. Ouais. On est sur un moteur, on est sur une cuve 100 litres, on se dit c'est génial, c'est un gros truc. Ça, après, c'est comme sur tous les outils, pas cher, c'est déjà trop cher. Non, mais parfois, je prends l'exemple des produits Michelin, par exemple, qui sont vendus en grande surface. C'est la merde. Tu as l'impression que c'est du Michelin, donc c'est bien.
tu te dis j'ai une cuve de 100 litres, c'est cool. Par contre, si derrière le moteur, met 4, 5, 10 minutes à remplir la cuve, c'est pas la peine en fait. Il faut que le moteur, encore une fois, remplisse plus vite que ce qu'on consomme. Sinon, il y a un souci. Donc, en fait, il ne faut pas se fixer sur une caractéristique qui est mise en avant. En général, c'est ce qui arrange le plus le constructeur. Il faut vraiment creuser derrière et voir si l'ensemble des caractéristiques répondent aux besoins. Bon, écoutez, on vous propose d'aller juste derrière nous pour voir les différents modèles que l'on a. Donc on va commencer par le Bostitch RC10E, donc un compresseur de cuve 10 litres. Au niveau du litrage, alors c'est là où il donne ça en litres par minute, mais finalement on est sur du 4,9 m3 heure restitué, ce qui est très faible, donc à réserver pour une utilisation de soufflette et de clouage agrafage. D'ailleurs, il est livré, il fait partie d'un kit où on peut l'acheter avec un cloueur agrafeur. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Il est nickel pour ça. Dès qu'on veut faire un peu plus que ça, c'est compliqué. Donc clairement, il est portable. Il est prévu pour rentrer ici le câble électrique et le câble pneumatique. Donc là, on est vraiment sur une utilisation 100% chantier. Il y a une poignée devant, tu peux le mettre debout. Il est vraiment fait pour en fait. C'est là où tu vois qu'il est tuné par ça. Alors là-dessus, on a quoi? Donc on a le moteur électrique qui se situe ici, avec l'interrupteur là, la valve pour lâcher la pression. Ensuite, on a la cuve de 10 litres en façade. On a la pression de, je dis pas de bêtises, restituée. Donc ça, c'est ce qui sort par ces deux vannes ici. Et là, on a la pression du tank, donc du réservoir. Et ici, la molette pour influer sur la pression qui est relâchée. Alors, une première indication par rapport à ça, c'est que là, par exemple, vous voulez du 4 bars, vous vous dites que là, on est sur 4 bars. Voilà, mais sauf que là, c'est pas forcément le cas quand on s'en sert. Une démonstration. Donc ça, c'est à faire avec l'outil que vous allez devoir utiliser. Donc là, ça monte, allez, on va dire qu'on est à 4,5. Par contre, quand je l'utilise, la pression tombe à 3. Donc en fait, ça c'est super important, c'est que par exemple, quand vous devez peindre et que le pistolet est donné pour tourner à du 3 bars de pression, il ne faut pas se baser sur la pression une fois que le tuyau est raccordé, il faut se baser sur la pression une fois que c'est en utilisation. Donc du coup là, c'est quand même important, on passe de quasiment 5 à 3. Donc c'est cette valeur-là qui est importante. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la cuve se décharge très vite. Si tu peux zoomer ici, juste de la soufflette, on voit que ça descend quand même très très vite. Donc clairement, ça c'est pas un compresseur fait pour tourner longtemps. C'est un moteur sans lubrification, c'est un moteur vraiment bas de gamme. Il est très bruyant, on va faire un test. Voilà, c'est vraiment une utilisation, chantier, clouage, soufflage, c'est tout. Pour moi, c'est tout. J'ai essayé de peindre avec. C'est un carnage. Tu fais 2 pchits de peinture, c'est pas la peine. Donc pour le test du son, on va se mettre à peu près à 1 mètre donc de l'appareil. Avec un sonomètre sur le téléphone, on va visualiser le son quand on parle pas. Donc 37-38 dB, ce qui correspond à une bibliothèque calme, d'après ce qui est marqué dessus. Et maintenant, le compresseur. Je vais mettre, donc ouais, je fais 1 mètre. À peu près, un peu plus sur le calme. Donc il était annoncé pour 97 dB, là on a vu qu'il tapait du 80. Alors 97 dB, ouais, tout dépend des conditions de mesure. Hein. Peut-être dans un lieu plus clos, tu vois, ou voilà. Ouais. C'est quand même bruyant, à titre de ressenti personnel. Moi, on verra juste après combien, je crois qu'on doit être... Ok. Après c'est bruyant, mais c'est sûr que comme il a une petite cuve, du coup il se met plus longtemps en route. Plus souvent. Il se met plus souvent en route. Un petit coup. Ça commence. Les effets de la page 24 commencent. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus. Donc c'est un compresseur sur lequel vous serez vite limité. Si vous voulez peindre ou faire de l'outillage pneumatique avec, c'est pas la peine. Ouais. Voilà, clairement, c'est pour du chantier. Alors ici, c'est un modèle Shepard 24 litres qu'on trouve en GSB très facilement. Donc, moteur monocylindre de 2 chevaux, cuve de 24 litres, je l'ai dit. Alors, en débit d'air... Moteur lubrifié. On est sur, alors en litres par minute, on est à 220 aspirés et 160 restitués. Et on a refait le calcul, en gros, nous, ça correspond ici. Alors,
à du 4,2 m3 par heure. Donc on est finalement un poil en dessous de celui d'Olive qui était juste avant, le Bostitch, à 4,92. Et globalement, c'est kiff-kiff, hein, Ouais. 4 ou 5, donc celui-là, quand je l'ai acheté, j'avais déjà un problème dès le départ, c'est qu'il était censé être à 8 bars et en fait j'avais à peine 7,5. Donc je crois que 2 semaines après, il est retourné déjà... alors pas au service après-vente, enfin les services après-vente directement du magasin, il n'est pas retourné chez le constructeur, hein, mais qui m'ont reboosté un petit peu. Alors je sais pas, je pense qu'à un moment il démonte quelque chose pour remettre un petit coup de vis pour qu'il puisse aller un petit peu plus fort. Du coup j'étais à la fin, finale à 8,5, alors encore une fois affiché. Ici un manomètre... ouais, celui-là c'est la cuve au global et celui-là c'est vraiment ce qui sort. Donc je peux normalement régler la sortie. Moi de toute façon pour l'instant il est toujours au maximum. Et là effectivement donc je suis normalement à 3 bars. Je descends quasiment à 2 bars. Donc je perds 1 bar là, avec la soufflette. Je pense j'ai l'impression que tu perdais un petit peu plus toi tout à l'heure. Bah, en fait, tout dépend de la pression aussi que tu as dans la cuve à ce moment-là. On n'en a pas parlé tiens tout à l'heure, mais en dessous on a une espèce de petite valve parce qu'un compresseur finalement le fait de comprimer de l'air va générer de l'eau et il y a toujours un petit peu de flotte au fond de la cuve qu'il faut pouvoir vider de temps en temps. Je l'ai fait les premières fois, c'était toujours plus ou moins sec. Je crois que ça va faire 9 mois que j'ai pas vidé la cuve. Mais globalement, ça c'est l'usure principale des compresseurs, c'est la cuve qui rouille en fait de l'intérieur. On pourra faire un petit test d'ailleurs tout à l'heure, peut-être on ouvrira ça. Moteur de, alors il est annoncé entre 1,1 et 1,5 kW. Voilà. Alors est-ce que j'en suis content? J'en étais content au départ. Là maintenant, il ne tient plus jamais la compression. C'est-à-dire que si je le mets à charger, je l'utilise pas, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure après, il se remet en route à 100% et il s'est tout vidé. Donc je dois avoir une fuite. Donc je dois avoir une fuite quelque part dans les joints ou autres. Après, je ne sais pas, c'est que moi dans l'atelier, des fois, je le gonfle et je m'en vais, je reviens dans une semaine et je l'ai laissé potentiellement avec l'air comprimé. Donc je pense qu'idéalement, il vaut mieux les vider quand on s'en sert pas. Ouais, mais ça dépend. Quand tu es sur un 10 litres, tu peux le vider, mais quand tu es sur un 100 tu litres, peux pas le vider à chaque fois. Tu mets une 3 ans dans le remplir. Donc, Après, c'est fait pour rester. Enfin, c'est fait pour tenir la pression aussi. Hein. Mais le gros problème, c'est finalement cette variation de pression de sortie qui fait que quand je règle mon pistolet pour que le clou arrive vraiment à fleur du bois, bah, une fois il est un coup au-dessus, un coup il est un petit peu plus profond parce que bah, finalement j'ai jamais vraiment une pression de sortie qui est. Mais ça c'est un peu compliqué parce que ça dépend aussi dans quel bois tu tanques. Ouais. Si tu plantes dans du bois type mais pin, globalement je suis toujours sur le même type de bois à la maison. Quoi, donc, un test de bruit, donc oui il est annoncé pour 93 dB, donc normalement moins bruyant que celui d'Olive. Donc voilà, donc au final on a vu combien? 76. Après je trouve que le bruit est moins agressif que le mien. Donc 76 dB, donc tout à l'heure on était à 80 avec le Bostitch. Ouais. Donc pour rappel, plus 3 dB, c'est pas. Doubler le son. On double le son en fait, enfin la puissance sonore. Exactement. Donc normalement là finalement entre toi qui était annoncé 97, on mesure 80, moi 93 mesurait 76. Oui, mais on n'est pas dans des conditions du oui, test. Oui, bien sûr. On est censé être dans une pièce. Non mais je veux dire, on reste cohérent dans le truc. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça reste brillant. C'est vrai qu'au départ, il y a moyen de taper des bons dans l'atelier quand tout d'un coup le compresseur se met en route. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, pour les moteurs lubrifiés, il y a une vidange à faire. Alors, c'est pas des moteurs, c'est pas des voitures, quoi. C'est des moteurs de conception très archaïque, pas forcément super bien finis. Donc, potentiellement de la limaille qui se dépose. Donc, souvent, il est conseillé de faire une première vidange au bout de 10-15 heures d'utilisation. Parce que, bien sûr, tu as dû faire. Oui. C'est peut-être pour ça que tu as du mal à tenir. Enfin, je vois. Tu crois qu'il y a encore mieux là-dedans? Bah, tiens, en fait, tu as l'info ici. Ouais, et il faut que tu sois au-dessus du point milieu. Ouais, bon, bah, c'est bon, je suis presque bon. Voilà. Donc oui, ça c'est pareil, quand vous achetez un moteur lubrifié, vérifiez bien que le niveau d'huile initial est bon. Donc là, l'Acme modèle 20/100M, donc 20 m3 d'air aspiré, 14,3 d'air restitué, cuve de 100 litres. Là, on voit bien l'architecture avec le moteur électrique, la courroie qui passe derrière dans ce carénage et qui vient faire actionner un bicylindre. Donc avec lubrification forcément. Arrivée d'huile ici et niveau là. On va donner juste une petite indication de taille. Voilà, la cuve forcément. Hop. La cuve joue beaucoup sur la taille globale de l'équipement. Après, il se déplace bien, hein. Pour le porter, c'est pas la même chose, mais il roule pas mal. Donc,
l'air qui est aspiré par derrière, tout le système de vanne interne, enfin de sécurité, machin chose au niveau du groupe, et l'air qui est restitué par devant, avec 2 sorties, ce qui est globalement souvent le cas sur les Bah moi j'en ai qu'une. Toi t'en as qu'une? Ouais, toi t'en as 2 sur les 2? J'en ai 2 sur les 2, ouais. Et c'est plutôt... Enfin, je m'en suis pas encore servi. Ça peut être pratique pour vider. Alors là, clairement, quand on passait d'une cuve de 10 litres à 100 litres, tu sens vraiment la différence. Le volume est monstrueux. Et ça, s'amuser à la vider juste pour enlever l'eau, tu passes un petit moment à la vider la cuve, hein, clairement. Un petit test de bruit. Donc bien sûr pour le bruit, moi je vous réduis le son dans la vidéo, mais on vous affiche après ce qu'on mesure derrière en termes de dB. On est sur 76 dB comme le mien. Voilà. Après, le bruit n'est pas le même, donc parfois ça peut sembler plus ou moins agressif. Moi en tout cas, je sens une grosse différence entre le Boss Stitch et celui-là. Celui-là qui est quand même beaucoup plus discret et qui recharge la cuve beaucoup plus vite. Donc voilà, tout de suite, ça a une autre tête comme engin. Donc là, le détail, moteur électrique qui est ici. Donc la courroie qui prend naissance là et qui vient entraîner finalement à la fois un système de refroidissement ici qui souffle sur le moteur bicylindre que l'on voit à travers le carénage en plastique. Alors mon avis sur ce produit, j'ai eu une première version qui avait une fuite à ce niveau-là, à ce niveau de ce groupe dont j'ai oublié le nom. Ce qui est curieux, c'est le compresseur, normalement les tests, c'est fabriqué en France, ils sont censés partir avec la cuve pleine et après avoir été testés. La première version fuyait, il a été remplacé, la deuxième j'ai pas de souci. Donc avec j'arrive à peindre sans problème en pistolet basse pression à on va dire 2,5 bar. Donc je peux faire beaucoup plus qu'avec le Boss Stitch. Et je pense que c'est un bon compromis, 100 litres. Il reste encore, alors il est gros, mais il reste encore pas non plus monstrueux. Ça permet de peindre pas en version, enfin pas sans discontinuer, mais globalement on peut faire des bonnes sessions de peinture de plusieurs dizaines de minutes avec. Donc, alors si vous êtes peintre professionnel, c'est peut-être trop petit, il faudra partir sur un 200 litres avec un moteur plus puissant. Mais pour de la peinture occasionnelle, pour moi, il y en a largement assez. Ensuite, j'avoue ne pas l'avoir utilisé sur des appareils pneumatiques, j'en ai pas l'utilité. Je l'ai vraiment acheté parce que le Bossy ne permettait pas de peindre au pistolet avec. Alors, on va vous parler maintenant des accessoires, ou en tout cas des outils qui servent avec ces compresseurs. La première partie, c'est vraiment la partie tuyaux. Donc ça, les tuyaux, il existe différents types, alors blindés ou pas blindés. Je sais plus si c'est le nom qu'ils appellent ça, blindé ou... Enfin, en tout cas, il y en a qui sont lisses, il y en a qui sont en forme d'accordéon. En fait, ce qui est important, c'est le diamètre interne du tuyau. Au niveau de la technologie pneumatique, on va dire, plus le tuyau est long, plus il y a de la perte au niveau de la pression. Donc quand on arrive... alors là, typiquement, ça c'était le tuyau qui a été livré avec le Boss Stitch. Normalement, dessus, vous avez les infos. Il y a le diamètre en fait interne précisé sur le câble. Oui. Donc là, je suis sur un diamètre 6 sur celui-là, c'est très très faible. Et la pression maximum, moi, tu vois, par exemple, c'est 20 bar max. Voilà. Mais ça, la pression maximum, en général, les tuyaux sont surdimensionnés par rapport à ce qu'il faut. Moi, aussi, c'est du 20 bar. Mais ce qui est important, c'est le diamètre interne. Donc, diamètre 6, c'est vraiment très faible. C'est à réserver à des longueurs de tuyaux de 5 à 10 mètres maximum. Et pour des petits compresseurs. En l'occurrence, j'aurais utilisé ce tuyau avec le Lakmé, mais en théorie, je devrais passer sur un tuyau d'un mètre interne 8 ou mieux 10. Donc après, on a ce qu'on appelle les tuyaux 10-17, par exemple, c'est 10 mm de diamètre interne et 17 de diamètre externe. Donc, au niveau de la longueur, moi, sur un atelier donc, qui fait un petit peu moins de 20 mètres carrés, j'en ai pris un de 7 mètres, ce qui me permet, moi en fait, le compresseur est dans un coin de l'atelier, donc de vraiment ratisser tout autour de l'atelier, et même de sortir, aller à 1 ou 2 mètres devant mon atelier quand je dois nettoyer par exemple un filtre d'aspirateur dehors. Donc voilà, les 7 mètres comme ça, je suis vraiment bien content avec ça. Donc finalement, regardez la taille du câble par rapport finalement à la taille de votre atelier et surtout la position du compresseur d'un atelier. Si vous avez une position centrale, du coup vous avez moins besoin de longueur, etc. Après, je pense que ça peut avoir le coup d'avoir 2 câbles par exemple, un pour quand une utilisation près du compresseur et un autre pour un peu vadrouiller partout. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est les câbles qui s'enroulent. Que tu as au niveau du mur. Avec un dérouleur comme les tuyaux de jardin. Là, avoir les diamètres internes disponibles par rapport au fait que ça s'enroule. Ouais, puis ça doit coûter un peu plus cher, je pense. C'est sûr. Après, il y a aussi les tuyaux en queue de cochon. Ouais. Ça, j'ai pas testé. Par contre, il me semble très faible en diamètre, ceux-là. Oui. Plus pour de la soufflette. Ouais, puis je pense au final, comme ça un aspect un peu ressort, tu dois quand même vite t'emmerder avec. L'avantage, c'est qu'au moins, tu l'as pas. Oui, ça revient. Oui, moi je suis tout le temps merdé avec le câble. T'as toujours le câble au milieu, là au moins, le câble il repart.
Donc après, l'accessoire indispensable, la soufflette. Hein, Donc il y a ouais, il y a différents modèles. Deux modèles. Enfin, souvent je vois le bec court et le bec long. Ouais, bah en fait, moi celui-là, je peux dévisser ça pour avoir un bec qui est long de cette longueur-là. Donc moi, c'est le modèle, je sais plus, je crois que c'est un Michelin que j'avais acheté, et toi, c'est le petit modèle de base. Ouais, moi, c'est le truc vraiment de base. De base. Tout Ouais. nul. Alors, pendant qu'on en est là, les connecteurs, là, ils paraissent identiques, mais parfois ils ne sont pas vraiment. Hein. Donc déjà, il faut faire très attention si vous achetez des trucs dans les pays étrangers, c'est que par exemple, les normes aux US et les normes en Europe, c'est pas du tout les mêmes en termes de taille de connectique sur ces trucs-là. Moi, il m'arrivait clairement quand j'achetais cette soufflette, d'ailleurs, le connecteur n'allait pas, c'était pas étanche. En fait, ça se clipsait, mais c'était pas étanche. Du coup, j'ai dû galérer pour en trouver un. Donc là-dessus, les standards sont un peu limites, quoi, quand même. À vérifier. Donc. Voilà, donc en tout cas, quand vous achetez des accessoires, bien vérifier que c'est bien un embout correspondant au standard que vous avez. Ce que je veux dire, c'est que souvent l'embout ressemble, hein, mais parfois tu as 1 millimètre de plus là, 1 millimètre de plus là, et au final, ça ne correspond pas. Ouais, après, je pense qu'il y a pas mal d'accessoires de raccords vendus qui permettent de passer de l'un à l'autre, donc ça ne devrait pas être trop gênant, quoi. Après, l'inconvénient, c'est que quand tu changes le raccord là-dessus, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves l'existant, ça veut dire qu'après, il faut que tu mettes de la pâte à joint spéciale pour pneumatique. D'ailleurs, j'en ai un petit bidon là-bas, je vais vous montrer. Voilà, il faut un peu refaire toute l'étanchéité après là-dessus. Donc dans les outils, en tout cas on va dire pour nous dans un atelier bois, donc la soufflette qui sert énormément pour tout ce qui est nettoyage des outils, sachant qu'on vous l'a expliqué dans l'apéritif sur les maintenances, on aspire au maximum et derrière on souffle vraiment à la fin quand on n'y arrive pas. Ça sert aussi par exemple pour bien nettoyer les filtres des aspirateurs. Et le deuxième... Et tout simplement pour souffler un bois avant peinture. Hein. Tu vas poncer un bois. Ah oui, c'est ce que je fais aussi, tu l'as aspiré. Avant finition, c'est pas ça. peinture. Tu le souffles et ça c'est nickel. Ouais. Ensuite, on a bien sûr le complément quasiment indispensable du travail du bois. Au départ, quand on l'a eu, on se demandait comment on a fait pour s'en passer. C'est ça. Donc c'est le fameux Bostitch, je crois que c'est le SB2-in-1. Ouais, c'est marqué là. Bah voilà. Donc, tu vois. Donc au final, Olive l'avait acheté lui en lot avec son compresseur. Moi j'ai acheté le même modèle que lui. Pourquoi acheter ce modèle-là? Parce que il permet aussi bien de planter des clous que des agrafes. Donc sur les clous, je crois qu'on doit être jusque du 45, voire peut-être du 50 en maxi. Donc voilà, ça se vend ça, comme c'est ça en 41, ça. 41 Ceux-là, ouais. Après, les infos du clou maxi sont pas les mêmes selon qu'on est sur le site du constructeur. Ouais, c'est ça, donc 41 mm, on a du 25, donc moi je l'utilise avec du 25, du 30, du 41, et des agrafes aussi, je les ai en 25, mais bon, il y a différentes tailles. Franchement, j'en suis très content. J'ai une seule fois en 1 an d'utilisation un bout de clou qui est resté coincé dedans, donc j'ai dû tout démonter. Et alors attention, quand j'ai démonté, tout d'un coup le truc a fait ting, et puis j'étais un peu emmerdé pour essayer de retrouver dans quel ordre ça se remettait. Mais bon, c'est revenu. Un petit peu de lubrifiant à mettre à l'intérieur, justement pour éviter que les clous s'enrayent et autres. Mais sinon, voilà, ça marche plutôt très très bien. On peut ici varier la sortie d'air parce que quand on cloue, tout d'un coup, l'air sort et pour pas qu'on se le prenne en pleine tête. Si vous clouez à ras de votre oreille, je vous conseille d'avoir le casque parce que c'est quand même plutôt bruyant. Mais sinon, voilà, ça marche plutôt très très bien. Bien content de ce système-là. Et ça, c'est une sécurité, ce qu'on voit devant. Hein. C'est que là, si on appuie pour ça ne part envoyer le clou, pas, ça ne part pas tant que la partie avant n'est pas enclenchée. Donc en gros, il faut vraiment être en contact avec le matériau à clouer. Sachant que sur les cloueurs, il y a différents niveaux. Je ne sais pas si en Europe, on a du coup les mêmes noms qu'aux US, parce que chez US, par exemple, il y en a où on pose juste, et le fait de faire ça déclenche. Alors que nous, en fait, il faut poser ça, c'est les semi-autos, ça. Et déclencher la gâchette pour que ça marche. Et il y en a où on a juste à tirer comme ça, mais c'est que dans les films où juste en tirant, on arrive à arroser. Donc voilà un petit peu pour ce type de cloueur. D'ailleurs, ce que je n'ai pas regardé, c'est que quand on a fait la construction de mon atelier, où Olive est venue m'aider, on a tanké tous les clous directement au marteau. Je pense que si on avait eu ça, si c'était à refaire, j'achèterais finalement un pistolet, mais du coup un pistolet qui sait rentrer des clous de 10-15 cm. Ou le louer. Alors dans ces cas, je passe un petit compresseur suffisant. Mais c'est ça, je me demande, j'ai pas regardé le type de consommation en termes d'air et de barre que utilisent ces trucs-là, parce que ça doit envoyer quoi. Ouais. Mais globalement, avec les petits compresseurs, tu cloues sans problème avant qu'il déclenche, il n'y a pas de souci. Mais donc là, quand vous avez des assemblages qui vont pas être... Alors du coup, je parle pas d'un meuble qui doit être nickel sans clou ni vis, mais là je parle d'un assemblage pour lequel vous allez visser derrière. Vous collez, vous faites 2 clous, ça tient votre truc en place et après derrière vous êtes peinard pour venir visser et sécuriser votre assemblage. Donc c'est vraiment hyper pratique. Pour tout ce qui est meuble d'atelier, c'est top, je trouve le clouage. Gabarit, meuble d'atelier, c'est nickel. Donc voilà, en tout cas, pour nous on a soufflette, cloueur. Maintenant il existe effectivement
différents outils, finalement les outils électroportatifs classiques. Hein, vous avez retrouvé la visseuse, vous avez retrouvé la Alors là, il y a à perceuse, vous peu avez près tout retrouvé là. la meuleuse. Kit aérographe, pistolet de gonflage, ça c'est hyper pratique aussi Ouais. pour gonfler ses roues de voiture, c'est bête mais ça t'évite de perdre un quart d'heure à la station quoi. Riveteuse, pistolet de graissage, pistolet à cartouche silicone, pistolet de revêtement insonorisant, bon la soufflette forcément, pistolet de peinture sous pression, clé à rocher, je connais pas, meuleuse, pistolet de peinture à gravité, ça on montrera tout à Ouais. l'heure, perceuse, marteau burineur, pulvérisateur, pistolet de sablage. Alors oui pareil, le sablage ça nécessite aussi beaucoup de litrage. Hein. Ouais, et on peut pas se dire que tiens, on a mon petit compresseur 24 litres et je vais sabler C'est avec. En mort. fait, il y a tout un système qu'il faut mettre à côté. Oui, non, mais là c'est vraiment sur. Oui. Il faut du débit, il faut du litrage. Visseuse, encore du pistolet, meuleuse d'angle, visseuse droite, clé à choc, pistolet de peinture industrie, où là, donc, c'est pas des 3 bars, c'est beaucoup plus. Projecteur de ciment, donc là, on est sur une matière très visqueuse, donc il faut envoyer la sauce. Marteau piqueur, pistolet aspirateur, pistolet de sablage pro, ponceuse orbitale, clé à choc, meuleuse d'angle, et encore clé à choc, mais en version 1 pouce. Donc là, en gros, pour tout ça, ce sont des outils disponibles en pneumatique. La différence, c'est que pour certains, dans les premiers de la liste, un moteur monobloc 12 à 13 mètres cubes heure suffit. Par contre, pour les derniers de la liste, là, il faut des 42 mètres cubes heure. Donc là, on est sur des très gros moteurs. C'est quasiment le triple du tien, quoi. C'est ça, on est sur des volumes au moins de 200 à sinon 500 litres. C'est pas le même prix, hein, c'est pas le même tarif. Après, quand on est sur de l'application pas forcément prolongée ou occasionnelle, on peut s'en sortir selon l'utilisation. Par exemple, si je reprends le tableau, on pourrait faire de la clé à choc 1,5 pouce en version occasionnelle avec un monobloc 20 mètres cubes. Mais c'est pas fait pour faire des heures, Ouais. hein, c'est plus du mode dépannage. Le tableau, il faudra que tu le mettes, il est vraiment Je bien. vais le prendre en photo et comme ça, je le mettrai. Ouais. Donc, lorsque vous faites un raccord de pneumatique, donc par exemple si vous changez ce genre de raccord, il faut utiliser ce genre de produit qui est un bloqueur de filetage, on va dire. Ça se trouve en GSB aussi, au rayon pneumatique. Genre un peu de la Loctite, mais version. Oui, c'est ça, voilà. En fait, ça vient faire étanchéité au niveau du filetage. Très, très pratique et ça marche plutôt pas mal. Alors ensuite, une des utilisations de ce type de compresseur. Donc ce type, c'est le gros, hein, le 100 litres. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, type de compresseur de ce Oui. genre-là, pas des spéciales pour de la peinture en l'occurrence. Donc là, c'est un pistolet à peinture. Alors, c'est aussi en basse pression. C'est pas ce qu'on entend en basse pression dans les systèmes de peinture à 4 ou 5 étages, ce qu'ils appellent. Où là, c'est des systèmes autonomes où il y a à la fois la machine, le compresseur. Où cette fois, il n'y a pas de cuve par contre. Hein. C'est juste un compresseur qui pousse de l'air. Où là, on est sur beaucoup de volume d'air, mais peu de pression. L'inconvénient, c'est que tout ce qui est poussière, ça vole dans tous les sens. C'est un peu la folie. Et là, ce type de pistolet, où là, alors on est aussi sur de la basse pression, mais on est quand même sur du 2,5 bar de pression, avec réservoir en gravité. Et ça, alors l'avantage c'est que ça projette pas beaucoup de brouillard. Alors en fait, le brouillard il est projeté, on le voit pas. C'est ça qui est piégeux, mais on retrouve de la peinture de partout. Donc ça c'est obligatoirement soit en extérieur, soit avec une cabine à peinture. Mais moi pour avoir peint ici sans aspiration, j'en ai retrouvé mais partout à des endroits insoupçonnés quoi. Donc ça marche super bien. On arrive à avoir un rendu vraiment limite très pro assez rapidement. Et c'est quand même du HVLP dans le sens où c'est une faible pression. Donc HVLP, c'est High Volume, Low Pressure. Voilà, c'est ça. Donc enfin gros volume et puis pression basse. Donc là, on est sur une utilisation, on va dire, royale pour ce genre de compresseur 100 litres et sur des volumes d'air minimum de 10 mètres cubes. Donc, je pourrais peindre des heures avec, alors pas forcément d'affilée, mais des bonnes sessions d'une demi-heure par-ci par-là dans la journée, il n'y a aucun souci avec. Et du coup, ce que je me demande à chaque fois, moi, c'est pas trop chiant à nettoyer toute cette partie-là? En fait, tu n'es pas obligé de tout nettoyer, tout dépend de ton rythme de peinture. Si tu peins plusieurs couches dans la même journée, tu peux te permettre de le laisser sans le vider. Et après, tu n'as plus qu'à nettoyer la petite buse qui est ici, juste tu la nettoies comme ça. Par contre, si tu peins une couche et que tu repeins l'autre le lendemain, là par contre, tu nettoies. Donc c'est-à-dire toi, tu dois vider ton godet, tu dois le nettoyer potentiellement avec du diluant, enfin de l'acétone ou je sais pas quoi en fonction de ce que tu as fait. Alors dans ces cas-là, l'avantage c'est que dans les peintures acryliques, au moins, tu galères un peu moins là-dessus. C'est que tu n'as pas besoin de solvant, tu nettoies tout à l'eau. Après, donc le godet, effectivement, il se vide, il se nettoie. Et ensuite, il faut savoir que la peinture, elle ne va pas sur l'arrière du pistolet, elle reste finalement ici. Donc globalement, une fois qu'on a démonté le chapeau dont j'ai oublié le nom,
Là, il reste la petite goupille Ouais. qui fait tout le tour. Voilà, finalement, ça va en 5 minutes te nettoyer. D'accord, ok. Donc ça reste acceptable. Et après, les pros, effectivement, qui peignent plusieurs couches, ils Ouais. nettoient pas le pistolet, ils Oui. laissent rempli, et puis voilà. Et sachant que finalement, quand tu peins avec ça, c'est des couches tellement fines que tu peux en enchaîner plein dans la journée plus rapidement qu'une grosse couche que tu aurais fait toi au pinceau ou... Bah, alors après, l'avantage d'enchaîner les couches, c'est qu'en fait, mais là, enfin, on déborde du sujet, Ouais. mais tu t'attends pas que la couche soit sèche à cœur, parce que sinon, il faudrait que tu passes par un égrenage. Ouais. Donc en fait, t'enquilles les couches quand la couche a suffisamment séché, mais pas à cœur. Comme ça, quand tu en remets une dessus, elle vient s'accrocher. En fait, la première, enfin Ouais. la deuxième vient détremper la première, du coup ça crée une accroche en fait. Non, mais ça veut dire que du coup, quand tu as fait tes 3 ou 4 couches, là par contre, tu peux attendre 10 jours que ça sèche bien, quoi. Non, c'était sur du très fin. Hmm. Enfin, avec ça, c'est vraiment des voiles de peinture, Ouais. donc tu charges beaucoup moins. Enfin, tu charges quand même beaucoup, mais c'est très très régulier, donc le séchage se fait, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, tu le vois, si tu charges trop, tu as des coulures après, donc tu le vois à ce niveau-là. Donc ça marche pas avec un compresseur 10 litres, ça marcherait pas avec le tir non plus. Par contre, pour ça, pour moi, il faut du 100 litres et au moins du 10 mètres cubes. En fonction des pistolets, encore une fois, c'est pareil. Moi là, ça c'est un 2 bar et demi, c'est un HVLP aussi. Il y a différents pistolets qui demandent plus d'air. Enfin voilà, c'est une vraie jungle, il y a beaucoup de modèles différents. Là pour info, c'est la marque Kremlin, ça fait partie des références avec une dont j'oublie le nom. SATA, il me semble, SATA qui est une référence aussi. Bon, vu qu'on a fait une grosse parenthèse, on va continuer là-dessus. Un vrai pistolet, il a 3 réglages. Premier, c'est l'air qui rentre ici. Second, c'est le volume de liquide qui est dispensé par le réservoir. Et le troisième ici, finalement, tu règles, L'écartement de ton jet. tu règles la course finalement de la pointe. Ouais. Et donc du coup le jet que tu balances. D'accord. Ça marche super bien. Mais donc en extérieur, si vous n'avez pas d'aspiration. Quoi. Eh bien, nous voici arrivés au moment de la conclusion. Donc, voilà, on espère que cette petite présentation rapide des compresseurs, en tout cas, vous aura permis de comprendre un petit peu plus quelles sont les différentes caractéristiques à regarder. Hein. Donc, on a vu l'aspect litrage avec notamment le débit d'air aspiré versus restitué, la partie moteur, la partie pression, et puis après, encore une fois, le choix du compresseur se fait par l'outillage que vous allez avoir besoin d'utiliser. C'est ça. Il n'y a pas de couteau suisse dans les compresseurs. Ouais. Il y a forcément des compromis, comme pour tout le reste finalement. Hein. C'est pas une nouveauté. Mais après, clairement, c'est un outil qui, quand on ne l'a pas, finalement, on arrive à s'en passer. Mais une fois qu'on Et l'a, une fois qu'on l'a, on ne sait plus s'en passer. ouais, c'est ça. Moi, je crois que le cloueur, il doit servir peut-être une réalisation sur 3. Moi je pense Je que pense j'en que sers c'est tout pas. le temps. Ouais. Ouais, Ouais, c'est clair. c'est vraiment dingue. T'es gagné un temps fou. Voilà, je vous remettrai donc les différents petits tableaux et tout ça, soit en photo dans le montage ou soit dans la description, je verrai comment je ferai. Encore une fois, n'hésitez pas surtout à nous corriger si on a dit des bêtises, à nous compléter si vous avez d'autres informations et à nous faire vos retours d'expérience, vous, sur vos différents modèles. Je pense que ça pourra servir à tout le monde et du coup, ça nous ferait un petit peu une base de données des différents modèles, des compresseurs qui existent sur le marché. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et puis la partager. Hein. C'est aussi comme ça qu'on sera de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Également, si vous avez d'autres idées, vous avez vu, on vous a écouté, hein, vous nous avez tous demandé les compresseurs, on l'a fait. Donc voilà, n'hésitez pas non plus, plus vous serez nombreux à nous demander un thème, plus c'est celui-là qu'on fera avancer en priorité. Et puis, écoutez, il nous reste à vous dire au revoir et puis au mois prochain. Hein, Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. Allez, Salut. ciao!